La presse a révélé récemment qu'une histoire d'amour entre le directeur général et la trésorière de la ville de la Chute se répète 6 ans après celle de Pierre Gionnet et de Nathalie Piret, ce que confirme le maire. Oui, donc effectivement, là, tel qu'il a été rapporté là, dans l'article là, que vous mentionniez, ça a été dévoilé de façon correcte et selon les règles de l'art, donc en respectant le code d'éthique et de déontologie. Donc, ça a été dévoilé, divulgué au conseil municipal, qu'effectivement, là, ils entretenaient une relation nouvelle. Questionné sur la différence entre l'affaire Gionnet-Piret et celle de Benoît Gravel et de Geneviève Lachance, Carl Péloquin a répondu avec prudence, évoquant le fait qu'une entente avait été conclue récemment avec Pierre Gionnet et Nathalie Piret. Le lendemain de cet entretien, M. Péloquin a envoyé un courriel à la TVC d'Argenteuil afin de demander de retirer cet extrait de l'entrevue à la suite de la réception d'une lettre d'avocat dans le but d'éviter l'aspect légal. Par ailleurs, le maire de la Chute a expliqué les raisons pour lesquelles Geneviève Lachance a dû quitter son poste dans le contexte actuel. Il faut spécifier que c'est la direction générale de la trésorerie. Donc, la trésorerie, la direction et la trésorerie s'occupent de tout ce qui est responsable des finances d'une ville. Et puis, on a la direction générale. Il doit y avoir un départage là, des fonctions qui soit clair entre ces deux fonctions-là. La seule possibilité d'arriver avec des contrôles internes aurait été, et on a fait nos vérifications là-dessus, on n'est pas arrivé puis décidé ça. On ne s'est pas levé le matin en disant non, on n'accepte pas ça. On a fait faire des validations avec nos experts juridiques. Et puis, ça aurait pu être fait avec une tierce partie. Donc, d'arriver avec un, un vérificateur, d'embaucher une tierce personne pour faire la vérification entre les deux. Donc, dans les villes qui ont 100 000 habitants et plus, ça se fait. Donc, il y a ce genre dans l'organigramme, il peut y avoir ce type de position-là, mais pas pour pas pour la Chute avec sa grosseur de ville. Donc, le conseil, unanimement, a jugé bon d'arriver puis d'entamer des négociations pour éviter un litige, puis que finalement, ça coûte plus cher à la ville. Donc, on y a été avec la moins pire des mesures. Mais c'est quand même une mesure qui va coûter 100 000 $ aux citoyens de la Chute. Une indemnité de départ de 100 000 $, c'est beaucoup d'argent. Bien, c'est une indemnité qui représente 9 mois de salaire, plus des choses qui étaient dues, là, des vacances qui étaient dues à l'employé. Donc, c'est 9 mois de salaire qui a été négocié. Mais c'est moins d'argent que ce que ça leur aurait coûté de la congédier et de rien y donner. Elle aurait contesté. Donc, il y aurait eu contestation, il y aurait eu un litige. Et selon la jurisprudence là-dedans, on aurait fini par donner peut-être probablement plus de mois, plus les frais d'avocat. Donc, on a pris la situation la plus économique, la moins pire des options qui s'offraient à nous au Conseil à ce moment-là. Et là, si le journaliste de la presse ne s'était pas intéressé à ce dossier, est-ce qu'on l'aurait su, en fait, qu'il y aurait eu cette entente? Est-ce que ce 100 000 $-là, ou comme vous le dites, peut-être un peu moins, la population aurait été au courant? Si on parle de transparence, est-ce que la Ville l'aurait dit aux citoyens de la Ville de la Chute? J'ai été, quand le journaliste de la presse m'a contacté, j'ai été très transparent. Il y a eu plus d'informations. Habituellement, ce type d'informations-là demeure confidentiel parce que ça concerne des ressources humaines, ça concerne le droit privé, certains droits que les employés ont. Ce n'est pas une première là, à la Chute là, où il y a une certaine prime de départ là, avec un employé. Puis c'est sûrement pas la dernière fois non plus. Des fois, pour des contextes particuliers où on vient acheter la paix ou des fois, un employé qui vient nous redonner un service après, on a besoin de lui. Donc, ça se fait, là. Donc, c'est pas commun, mais c'est pas des situations qui sont tout à fait exceptionnelles. Et le Conseil a pris la meilleure décision dans le contexte
et je serais prêt à recommander au conseil de faire la même chose demain matin, là. Et Madame Lachance, maintenant, elle travaille chez Tricentris. Vous en êtes le président également. Donc, comment s'est déroulée cette embauche? Est-ce qu'il y avait un affichage à l'externe, à l'interne? Comment est-ce qu'elle a obtenu, en fait, ce poste? Mais là, ce poste-là était affiché depuis quelques mois, avant même là, que tout ça arrive. Donc, moi, je suis président du conseil d'administration de Tricentris. Tricentris, c'est un regroupement de municipalités. Le conseil d'administration, c'est 28 élus. Donc, 28 élus, ça vient il y en a, ça vient de l'Abitibi jusqu'à Gatineau, jusqu'à Terrebonne. Donc, c'est le tiers du Québec qui est couvert par ce conseil d'administration-là. Les ressources humaines, donc, il n'y a aucun élu qui participe au processus d'embauche chez Tricentris. Ce n'est pas comme une ville. Donc, dans une ville, des fois, on a des comités de sélection où les élus participent, mais chez Tricentris, ce n'est pas géré comme une ville, c'est un OBNL. Donc, c'est un OBNL privé. Donc, les ressources humaines sont choisies par la direction générale et le staff là, de ressources humaines et les propositions de ressources humaines sont amenées au conseil d'administration. On ne vote même pas là-dessus. Là, il n'y a même pas de vote sur ça. Donc, c'est un processus tout à fait qui est distinct de la ville. Là. Donc, Mme Lachance, elle a été pour un emploi qui était disponible dans la région. Elle a voulu continuer à travailler à la chute. Puis, je vais vous dire que c'est Tricentris qui est chanceux d'avoir cette ressource-là maintenant.